Un jour que François se penchait par-dessus l'épaule de la belle comtesse Ostrovska pour la servir, il se produisit un phénomène étrange. Cela ne dura qu'une seconde et ne se manifesta par aucun tressaillement, aucun signe de frayeur ni aucun autre mouvement. Et pourtant, ce fut une de ces secondes où se concentrent des milliers d'heures et de journées pleines d'exultation et de tourments. Rien de remarquable ne survint au cours de cette seconde. François, le serveur expérimenté du grand hôtel de la Riviera, s'inclinait davantage pour mieux présenter le plat à la comtesse. Son visage se trouvait à cet instant juste au-dessus de la chevelure ondoyante et parfumée. Et lorsqu'il leva instinctivement les yeux, son regard pris de vertige découvrit une nuque délicate, d'une blancheur éblouissante qui se dégageait de ses flots sombres pour se perdre dans les plis bouffants d'une robe d'un rouge sombre. Il fut comme embrasé de flammes pourpres. Bien qu'il pressentît en cette seconde toutes les conséquences de ce brusque enchantement, il maîtrisa habilement son trouble et continua de servir avec la vivacité détachée et quelque peu galante d'un garçon stylé. Il tendit le plat d'un air calme à l'habituel commensal de la comtesse, un aristocrate d'un certain âge tranquille et charmant, qui parlait de la pluie et du beau temps avec un accent délicat et dans un français cristallin. Puis il s'éloigna de la table, sans un regard et sans un geste. Ces minutes furent le début d'un abandon, d'une perte très étrange, d'un état de vertige et d'ivresse tel que le terme pesant et altier d'amour ne lui convient guère. C'était un amour d'une fidélité à toute épreuve, sans désir d'aucune sorte, comme seuls peuvent en éprouver les gens très jeunes ou très âgés, et qu'on ne connaît pas ordinairement au milieu de la vie. Un amour irraisonné qui ne pense pas mais se contente de rêver. François oublia complètement le mépris injuste et cependant indéracinable que même des personnes intelligentes et réfléchies manifestent à l'égard des gens en habit de serveur. Il n'envisageait rien qui relevât du possible ou du hasard, mais il nourrissait au plus profond de lui-même cette inclination étrange, si intime et si secrète qu'elle finit par ignorer toute moquerie et toute critique. Sa tendresse ne se manifestait pas par des œillades et des regards aux aguets, des accès de témérité conduisant à des gestes osés, des lèvres brûlantes et des mains tremblantes. Elle se traduisait par des efforts paisibles, l'accomplissement de menus services qui sont d'autant plus sublimes et sacrés dans leur humilité qu'ils demeurent sciemment inaperçus. Il passait après le souper des doigts tendres et câlins sur les plis de la nappe devant sa place, ainsi que l'on caresserait les mains d'une femme aimée, reposant paisiblement. Il disposait symétriquement, avec dévotion, tous les objets qui seraient près d'elle, comme s'il les préparait pour une fête. Il portait précautionneusement dans sa mansarde étroite, étouffante, les verres qu'elle avait touchés de ses lèvres, et il les regardait scintiller la nuit au clair de lune, tels des bijoux précieux. Il était constamment et partout à l'écoute de toutes ses allées et venues. Il buvait ses paroles et saisissait avidement chacun de ses mots et de ses ordres, comme des enfants attrapent la balle au vol. Ainsi l'enivrement de son âme conférait à sa misérable vie sans intérêt un éclat et une richesse inconnue. Il n'eut jamais la sage folie de se dire que le pauvre serveur François aimait une comtesse exotique, à jamais inaccessible, car il ne la ressentait pas comme un être de chair et de sang, mais comme quelque chose de très haut, de très lointain, qui n'était plus qu'un reflet de la vie. Ainsi s'éveilla soudain dans la vie de cet homme simple un rêve. C'était l'ivresse d'un homme modeste, un rêve magique et envoûtant au milieu d'une vie froide et monotone. Mais la réalité est plus forte et plus obstinée que tous les rêves. Un soir, le gros portier lui dit en le croisant: « La Ostrovska part demain au train de 8 heures. » Suivirent quelques autres noms indifférents qu'il n'entendit pas, car ces mots avaient suscité dans son cerveau un bourdonnement et un tourbillon confus. D'un geste machinal, il porta un certain nombre de fois ses doigts à son front oppressé, comme s'il voulait le débarrasser d'un poids écrasant qui était un obstacle à sa compréhension. Il fit quelques pas,
Il chancelait. Il ne parvenait pas à réfléchir. Ses pensées semblaient murées derrière une paroi sombre et brumeuse. Dans un état de semi-inconscience, en s'accrochant à la rampe, il descendit le large escalier qui menait au jardin plongé dans le crépuscule. Il tituba encore pendant quelques pas, et sa silhouette tourmentée évoquait le vol bas et chancelant d'un grand oiseau de nuit. Puis il s'effondra sur un banc, la tête appuyée contre le dossier froid. Et soudain, tout fut clair, parfaitement clair, si douloureusement net qu'il parvint presque à sourire. C'était simple, tout était fini. La comtesse Ostrowska retourne chez elle et le serveur François reste à son poste. Tout était clair, oui, si clair. Il y avait de quoi rire, de quoi pleurer. Et ses pensées ne cessaient de tourbillonner. Demain soir, par le train de 8 heures, pour Varsovie, des heures et des heures à travers forêts et vallées, collines et montagnes, steppes, fleuves et villes bourdonnantes. Varsovie, que c'était loin. Il était tout à fait incapable de se l'imaginer. Il ne pouvait que le ressentir au plus profond de lui-même, ce nom fier et menaçant, dur et lointain, Varsovie. Ainsi qu'à travers un voile déchiré, il découvrit d'un seul coup sa vie. Il sentit à quel point elle serait désormais pauvre, pitoyable, horrible. Des années de service monotones, vides, torturées par un désir insensé, voilà l'avenir ridicule qui lui était réservé. Un frisson d'horreur s'empara de lui. Et soudain, toutes ses idées s'enchaînèrent tumultueusement, convergeant vers une conclusion inéluctable. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Il se leva de son banc d'un geste assuré et calme, et il marcha sur le gravier qui crissait en direction de la grande maison endormie dans la blancheur du silence. Il s'arrêta sous ses fenêtres. Elle ne laissait pas passer la moindre lumière, la moindre lueur, la moindre étincelle à laquelle son désir rêveur aurait pu s'enflammer. Son sang battait désormais paisiblement, et il marchait comme quelqu'un que plus rien ne trouble. Dans sa chambre, il se jeta sans émotion aucune sur son lit, et il dormit d'un sommeil lourd, sans rêve, jusqu'au signal du réveil. Le lendemain, son comportement se maintint dans les limites d'une réflexion soigneusement mesurée et d'un calme forcé. Il s'acquitta de ses tâches avec une indifférence froide, et ses gestes étaient empreints d'une force si sûre et si insouciante que personne n'aurait pu deviner l'austère décision derrière le masque mensonger. Juste avant l'heure du dîner, il courut avec ses maigres économies chez le fleuriste le plus élégant, et il acheta des fleurs exquises qui, de par la magnificence de leurs couleurs, lui semblaient autant de paroles. Des tulipes flamboyantes d'or et de feu qui étaient comme une passion, des chrysanthèmes blancs aux larges corolles, évocateurs de rêves clairs et exotiques, de sveltes orchidées, images élancées du désir, et quelques roses fières et envoûtantes. Puis il fit l'acquisition d'un vase magnifique aux reflets opalins. Il offrit au passage les quelques francs qui lui restaient à un enfant qui mendiait, et il rentra à la hâte. Solennel et mélancolique, il posa le vase contenant les fleurs devant le couvert de la comtesse, qu'il dressa pour la dernière fois avec une minutie lente et voluptueuse. Puis ce fut le dîner. Il servit comme d'habitude, silencieux, adroit, l'air distant, sans lever les yeux. À la fin seulement, il enveloppa sa silhouette souple et fière d'un long regard dont elle ne sut jamais rien. Et elle ne lui parut jamais aussi belle que dans ce dernier regard dépourvu de désir. Puis il s'éloigna tranquillement de la table, sans un adieu et sans un geste, et sortit de la salle. Il parcourut les couloirs et descendit le perron majestueux pour se rendre dans la rue. Puis il se dirigea vers un chemin le long des villas scintillantes et des vastes jardins,
et marcha encore, du pas d'un promeneur pensif, sans savoir où il allait. Il erra ainsi jusqu'au soir, perdu dans ses rêveries. Il ne songeait plus à rien, ni au passé, ni à l'inéluctable. Il avait depuis longtemps prononcé son propre verdict. Seules quelques images lui parvenaient, fugaces, tel un vol d'hirondelles. De nombreux souvenirs colorés passèrent en tournoyant dans sa tête. Et enfin, de ses rêves éveillés, surgit le doux reflet de ses derniers jours. Et brusquement, ils ouvrirent à nouveau la porte obscure de la réalité qu'il lui fallait franchir. Il se rappela qu'il avait décidé de mourir aujourd'hui même. Il était déjà tard lorsque, respirant avec peine, il se retrouva sur le versant obscur de la forêt. Autour de lui, les arbres s'alignaient, noirs, sinistres. Seul un rayon de lune blême et tremblant filtrait dans les cimes transparentes, à travers les branches qui gémissaient sous l'étreinte de la légère brise nocturne. De temps à autre, des oiseaux de nuit lançaient au loin d'étranges appels qui trouaient le silence épais. Ses pensées se figèrent dans cette solitude angoissante. Il attendait simplement. Il attendait, les yeux fixés sur la première courbe de la voie en contrebas, là où s'amorçait la montée, pour voir si la lumière rouge du train n'apparaissait pas. Parfois il jetait un regard nerveux sur sa montre, comptait les secondes. Puis il tendait à nouveau l'oreille, croyait entendre le cri lointain de la locomotive. Mais c'était une illusion. Un silence complet régnait. Le temps semblait s'être figé. Au-dessus de lui, il y avait le ciel muet, d'un noir bleuté, et quelques cimes frémissantes. Et au-dessus de la forêt, une étoile blanche qui scintillait. Une étoile solitaire au-dessus de la forêt. Les rails commençaient déjà à vibrer légèrement et à chanter sous sa tête. Mais toujours cette même pensée embrasait son cœur et son regard où se concentrait toute l'ardeur et tout le désespoir de son amour. Toutes ces aspirations, ainsi que cette dernière et douloureuse question, irradièrent en direction de l'étoile blanche et brillante qui le regardait avec bienveillance. Le train grondait. Et au seuil de la mort, il embrassa une dernière fois d'un regard indicible l'étoile scintillante, l'étoile au-dessus de la forêt. Puis il ferma les yeux. Au quand te reverrai-je briller à nouveau dans le ciel? Au quand te reverrai-je briller à nouveau dans le ciel? Au quand te reverrai-je